Actuellement, la Pologne hésite à continuer d'utiliser des armes coréennes ou à opter pour des armes européennes, ce qui freine les exportations d'armements sud-coréennes. En particulier, sous l'impulsion de la France, les pays européens insistent sur le fait que les États européens doivent utiliser des armes européennes, ce qui commence à nuire à l'industrie de la défense sud-coréenne. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela tout de suite. Avant cela, si vous souhaitez recevoir les informations internationales les plus rapides du pays, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. Le 27 février, le Parlement polonais a adopté une loi pour utiliser un prêt de 75 000 milliards de wons dans le cadre du programme d'achat d'armes conjoint de l'UE, appelé SAFE. Cette loi autorise l'achat d'armes européennes financées par l'UE. En particulier, l'essentiel est qu'ils accordent des prêts à faible taux d'intérêt, pouvant aller jusqu'à 256 milliards de wons. Le programme SAFE impose l'achat massif d'armes européennes, montrant la volonté des pays européens de renforcer leur industrie de défense. En Pologne, les avis divergent sur l'abandon des armes coréennes au profit des européennes. Dirigée par Donald Tusk, la majorité au Parlement polonais juge les fonds de l'UE essentiels pour la défense et affiche un fort soutien à l'Europe. Cependant, le parti Droit et Justice, à tendance nationaliste et anti-européenne, s'y oppose, affirmant que l'UE influencera excessivement les décisions polonaises sur l'achat d'armes. Il souligne que si la Pologne achète des armes européennes, il est impossible de savoir quand elles arriveront, et dans une situation où il faut s'armer rapidement, il était nécessaire d'utiliser des armes coréennes qui peuvent être livrées rapidement. La Pologne a un régime semi-présidentiel avec un Premier ministre et un président de partis différents. Comme je l'ai mentionné précédemment, le Premier ministre a une forte orientation pro-européenne, tandis que le président, bien qu'il soit indépendant, bénéficie du soutien du parti Droit et Justice. En Pologne, un débat oppose l'achat d'armes coréennes ou européennes. Certains pensent que le président Andrzej Duda pourrait mettre son veto à la loi sur l'achat conjoint d'armes adoptée par le Parlement. Réduire ce cas à un conflit politique interne en Pologne fait oublier la tendance générale, à savoir la croissance actuelle de l'industrie de défense sud-coréenne. La Corée du Sud est un pays qui, depuis des décennies, se prépare à une guerre totale en raison de la ligne de démarcation avec la Corée du Nord. Face à la menace réelle que représente la Corée du Nord, elle a conçu des stratégies de guerre totale, y compris le stockage de munitions et la mobilisation de toutes ses forces. Dans ce contexte, l'industrie de la défense était une question de survie. Il fallait maintenir les lignes de production et accumuler continuellement les technologies. Après la guerre froide, l'Europe a réduit ou converti ses usines d'armement à des usages civils, ce qui la place dans une situation de départ différente. C'est pourquoi les armes sud-coréennes sont reconnues pour leur excellent rapport qualité-prix. Ce n'est pas qu'un slogan, mais un avantage concurrentiel structurel. La Corée du Sud reste en alerte depuis des décennies, maintenant constamment son artillerie, ses blindés et ses stocks de munitions dans une structure militaire prévue pour une guerre totale. Les lignes de production n'ont jamais été arrêtées, la main-d'œuvre expérimentée n'a pas été perdue, et l'écosystème des partenaires a continué à fonctionner sans interruption. En conséquence, un système de production de masse est déjà en place, et la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées est solidement établie. Un exemple représentatif était l'obusier automoteur K9. Cette pièce d'équipement est produite à un rythme tel que 2 à 3 unités peuvent être fabriquées chaque semaine. La rapidité de production permet de livrer plus tôt après la signature du contrat. Aujourd'hui, face à la menace de guerre, la rapidité de livraison est aussi cruciale que la performance. Dans certains pays européens, il faut parfois plusieurs années pour adopter le même système et le déployer sur le terrain. Cela s'explique par le temps nécessaire pour augmenter les capacités de production, recruter du personnel et réorganiser l'approvisionnement en pièces détachées. La Corée peut signer un contrat et lancer la production immédiatement, tout étant prêt. Depuis la guerre en Ukraine, le réarmement s'accélère en Europe. Les stocks de munitions ont fortement diminué et l'importance de la puissance d'artillerie a de nouveau attiré l'attention. Le problème est le temps. Pour les pays devant renforcer leur armée, il est plus urgent d'obtenir du matériel sous 1 ou 2 ans que d'attendre des armes livrées dans 5 ans. La Corée exploite précisément ce point. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs capables de satisfaire simultanément 3 critères: compétitivité des prix, performance éprouvée et délai de livraison rapide. Ainsi, pour les pays devant se réarmer rapidement, la Corée est vue comme un partenaire renforçant aussitôt leur puissance militaire. Sa rapidité reste le principal atout de son industrie de défense. Mais les pays européens ont commencé à s'opposer à cela. En particulier sous l'impulsion de la France, les pays européens insistent sur le fait qu'il faut utiliser des armes européennes. L'influence continue de la France en Europe a souvent conduit à le blocage d'exportation d'armes coréennes au dernier moment, comme le montrent des exemples récents. Pour la Pologne, elle a précisé que vendre des armes nécessite de renforcer les compensations industrielles, notamment les transferts de technologies liés aux achats d'armes. Konrad Gołota, vice-ministre des Actifs nationaux de Pologne, a indiqué que l'achat d'équipements américains par la Pologne s'est fait sans accord d'investissement réciproque, considérant cela comme un coût pour rester sous la protection américaine. Il a ajouté que cette approche avait fait de la Pologne un client naïf. Bloomberg a analysé que le gouvernement polonais achète du matériel militaire aux États-Unis et en Corée,
consacrant l'essentiel de son budget à ses achats, tandis que l'industrie nationale en bénéficie peu, suscitant des critiques et expliquant ce choix. Parallèlement, la Pologne a également subi des pressions au sein de l'UE. L'Union européenne, en prêtant des fonds à ses membres pour l'achat d'armes, encourage généralement l'achat de matériel européen. C'est ainsi que la Pologne a fini par choisir des sous-marins suédois. En Corée, une stratégie de localisation est adoptée pour surmonter la situation. Dans le cas de Hanwha Aerospace, l'entreprise a pour objectif d'établir une usine de missiles en Pologne, en collaboration avec WB, le groupe WB polonais. La construction devrait être achevée d'ici 2029, et la production de missiles en Pologne devrait commencer à partir de 2030. De plus, dans le cas de Hyundai Rotem, l'entreprise collabore avec PEG, une entreprise publique polonaise spécialisée dans la défense. Sur les 64 chars K2PL, la version exportée du char K2 destinée à la Pologne, 61 seront produits localement. La Roumanie cherche également à acquérir des armes coréennes. Hanwha Aerospace veut bâtir une usine HAS Europe en Roumanie pour sa stratégie de localisation. Pourtant, la méfiance européenne persiste malgré sa compétitivité. La France, en particulier, s'est toujours présentée comme un pilier central de l'industrie de défense européenne. Depuis de nombreuses années, la France met l'accent sur l'autonomie stratégique et soutient constamment l'idée que l'Europe doit être défendue par des armes européennes. Ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, mais aussi de préserver l'écosystème de défense, l'emploi et la technologie que l'Europe a développé. Les projets communs de chasseurs, chars, missiles et sous-marins étaient un choix stratégique pour maintenir l'industrie en Europe. Dans ce contexte, le fait que la Corée s'introduise rapidement dans cette structure ne peut qu'être perçu comme une menace. En particulier, le fait que ces mêmes pays adoptent activement les armes coréennes déstabilise les chaînes d'approvisionnement existantes. Si les entreprises traditionnelles sont dépassées en termes de rapidité de livraison et de compétitivité des prix, elles risquent de perdre rapidement leur part de marché. Dans la défense, après la signature d'un contrat, le soutien logistique et les mises à niveau durent des décennies. Perdre les premières commandes compromet aussi les revenus à long terme. Ainsi, l'Europe cherche à accroître la production locale via des financements communs et à limiter l'implication des pays non européens. C'est une stratégie défensive mêlant logique de marché et considérations politiques. Ce contrôle devrait continuer sous diverses formes, comme des barrières à l'entrée via des exigences accrues en matière de transfert de technologie, une production locale accrue ou des exigences de développement conjoint. Pour que la Corée augmente son influence en Europe, il faut plus que le prix et la rapidité. Une coopération industrielle et des emplois locaux, ainsi que des partenariats technologiques, sont nécessaires. La compétition actuelle n'est pas une lutte sur la performance des armes, mais une guerre de longue haleine pour la domination industrielle. Si nous ne suivons pas cette tendance, les opportunités pourraient disparaître rapidement. Le gouvernement coréen étudie prudemment sa participation au fonds de l'OTAN pour soutenir indirectement l'Ukraine. Aucune décision finale n'a été prise, même en cas de participation. Il est fortement envisagé de limiter l'aide principalement à des équipements non létaux plutôt qu'à des armes létales. Le gouvernement a jusqu'ici limité son aide à l'humanitaire et au matériel logistique, sans livrer d'armes. Deux raisons principales motivent la réflexion sur la participation au fonds. Renforcer la coopération stratégique avec l'OTAN et élargir celle dans l'industrie de la défense sont essentiels. L'OTAN est centrale pour la sécurité européenne, et la construction de la confiance au sein de cette structure est directement liée aux exportations de défense. Un message clair sur notre volonté de partager les responsabilités de sécurité pourrait changer la perception de la Corée. C'est parce qu'il existe une valeur qui ne peut pas être expliquée uniquement par la performance et le prix. La question de la solidarité des valeurs entre en jeu. En fait, l'une des raisons pour lesquelles la Corée a été éliminée du projet de sous-marin polonais d'une valeur de 8000 milliards de wons, et que son attitude envers le soutien à l'Ukraine a été perçue comme ambiguë, selon certaines analyses. Pays en première ligne de l'OTAN, la Pologne subit directement la guerre. Dans ce contexte, la préférence pour des partenaires affichant clairement leur solidarité sécuritaire s'accentue. La Corée rivalise avec l'Allemagne pour le projet canadien de sous-marin d'une valeur d'environ 60 000 milliards de wons. Le Canada, membre de l'OTAN, soutient aussi activement l'Ukraine. Ce point peut influencer l'environnement des négociations. Si la Corée participe à l'effort de soutien indirect à l'Ukraine, elle pourrait rapidement accumuler un capital de confiance politique. Cela pourrait aller au-delà de la simple vente d'armes et s'étendre à un soutien logistique militaire à long terme. Cette base peut s'élargir à la R&D et à des projets technologiques. L'essor des exportations de défense profite aussi à la sidérurgie, l'électronique, la construction navale et les semi-conducteurs. Avec la consolidation des camps géopolitiques et la montée des blocs sécuritaires, si la Corée renforce sa place dans le camp occidental, l'industrie pourrait en bénéficier. Cependant, l'Europe met la Corée sous pression, plaçant l'industrie de défense coréenne dans une position délicate. Le choix approche. Voilà l'histoire.